tout le monde. Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer une ANOVA à mesure répétée. Comme son nom l'indique, c'est le test statistique qu'on va employer quand nous avons un certain nombre de participants qui sont mesurés à plus de 2 temps de mesure. Donc, c'est un peu l'extension du test T pour échantillon dépendant pour plus de 2 temps de mesure. Donc, comme avec le test T pour échantillon dépendant, je vous ferai remarquer que les différentes conditions expérimentales ne sont pas signalées par un facteur, par une variable catégorielle, mais plutôt sont disposées sur plusieurs colonnes différentes. Donc, si les données étaient dans la même forme que pour un test d'ANOVA à plan simple, dans ce cas-là, ça ne fonctionnerait pas et il faudrait manipuler les données, admettons, dans Excel ou encore avec la procédure de transformation de données. Mais dans le cadre de mes exercices et de mes travaux pratiques, je vais toujours vous donner des données qui sont sous la bonne forme. Toutefois, je vous inviterai vraiment à porter très attention à cela quand vous allez faire des ANOVA à mesure répétée dans vos propres projets de recherche plus tard. On va regarder un instant à quoi ressemblent nos données. Dans la première variable, donc le facteur sujet, j'ai mis ici non pas le numéro des participants, mais leur nom. En fait, c'est pas très important dans cette analyse-ci, c'est plus pour donner un certain ordre. Et puis, la variable contrôle contient une mesure du temps de réponse sous la condition contrôle. La variable alcool contient le temps de réaction sous la condition où la personne était en état d'ébriété. Et la variable texto contient la mesure de la variable dépendante, donc du temps de réponse quand la personne texte au volant. Pour vous rappeler un peu le contexte de ces données-là qu'on avait vu dans le cours 2, c'était l'animateur de l'émission Les pires chauffeurs québécois qui faisait faire à certains des participants à son émission la conduite en état d'ébriété et en texto, bien entendu dans un environnement protégé, afin de leur faire rendre compte à quel point ça pouvait affecter leur capacité de conduite qui était déjà pas très bonne. On peut voir, puis là, la mesure qui avait été faite, c'était le temps de réponse face à un obstacle très soudain. Bien entendu, ce sont toutes des données que j'ai simulées moi-même, donc prenez pas ça comme étant la vérité absolue, ces chiffres-là. D'accord, donc maintenant nous allons effectuer l'ANOVA à mesure répétée en tant que telle. Il s'agit on va le retrouver dans le modèle linéaire général sous l'égide de mesure répétée. Donc c'est toujours dans analyse en haut ici, modèle linéaire général, mesure répétée. Ce qui est vraiment spécial à propos de l'ANOVA à mesure répétée, c'est que comme nos données sont sous forme de colonnes et non sous forme d'une seule colonne continue avec une autre colonne qui indique à quel groupe il appartient. Et vu que c'est mis sous plusieurs colonnes, mais dans ce cas-là, il faut indiquer à SPSS quelles sont les colonnes qui nous intéressent et surtout quels sont les facteurs que ces colonnes représentent là. Donc on va nommer quels sont les facteurs dans notre ANOVA à mesure répétée. Donc, il s'agirait de la condition de conduite. On va juste appeler ça condition. Combien il y a de niveaux à ce facteur-là? Et il y en a 3. Contrôle, alcool et texto. Donc, 3. On va ajouter ça. Et le nom de la variable dépendante qui était mesurée, eh bien, c'était le temps de réponse. On va appeler ça temps ajouter. Donc, avec ça, ça va pouvoir aiguillonner un peu SPSS pour dire qu'est-ce qui est un facteur et à quoi correspondent les colonnes. Donc, on va cliquer ici sur définir. Ce tableau-là ici, cette interface-là, nous permet justement de dire à SPSS quelle colonne correspond
à quel facteur de notre facteur à mesure répétée. Donc, on dit que contrôle, ça va être le niveau 1. Alcool va être le niveau 2. Puis texto va être le niveau 3. Donc, on a juste à sélectionner les 3. Faites ça, réfléchissez, puis automatiquement, ils vont être mis au bon endroit. Si on avait eu une ANOVA à devis mixte, c'est-à-dire avec un ou plusieurs facteurs à mesure répétée et ou plusieurs facteurs à mesure intersujet, ben dans ce cas-là, c'est dans cette boîte-là qu'on aurait mis le facteur qui nous indiquerait à quel groupe appartenaient les participants. Et si on effectuait une ANCOVA, ben c'est ici qu'on mettrait les covariables. Mais les ANCOVA, vous allez seulement voir ça beaucoup plus loin si on y arrive à un moment donné. Donc, les options à contrôler, on aurait modèle. Ça m'est jamais vraiment arrivé que de devoir jouer avec ça. Donc, modèle, vous avez vraiment pas besoin de vous en faire avec ça. Contraste, ça, ce sont les tests a priori de comparaison multiple. Donc, si on avait une idée certaine de quelle comparaison périodique on voulait faire, ben, ça serait ici qu'on les ferait. Donc, polynomial, ça, c'est ce qu'on utilise quand on a notre facteur à mesure répétée est en fait sur une variable ordonnale. Hein? Mais généralement, on ne va pas vraiment s'intéresser à ça. Tracé, c'est si on veut faire des graphiques de nos données, quelque chose que quand même je recommanderais, mais seulement quand on a plus de facteurs. Sinon, ça ne vaut pas vraiment la peine. On va voir ça avec surtout l'ANOVA à plusieurs facteurs. Post-hoc, ça va être les tests qu'on va effectuer a posteriori. Donc, une fois avoir fait l'ANOVA à mesure répétée. Cette fonction-là c'est seulement possible de l'utiliser quand on a au moins un facteur à intersujet. Mais vu qu'on a simplement une ANOVA à mesure répétée avec un seul facteur, on ne va pas pouvoir utiliser post-hoc. Post-hoc, c'est seulement pour les facteurs intersujets. Ce qui est un peu plate, là. Surtout que, en fait, ça serait techniquement possible d'utiliser, mettons, le test de Tukey avec l'ANOVA à mesure répétée, mais SPSS ne nous permet pas de le faire. Enregistrer, ça c'est, si on voulait calculer des valeurs à rajouter dans notre ensemble de données pour pouvoir faire des diagnostics quant à la normalité de nos observations, donc quant à la validité du postulat de normalité, ben ça pourrait être intéressant de les enregistrer, mais généralement c'est plus avec un histogramme ou encore en mesurant un coefficient d'asymétrie qu'on va regarder si le postulat de normalité tient. Mais quand même, l'option est toujours présente. Dans le cadre de mon cours, je ne vais jamais vous demander de toucher à ça ici. Finalement, option. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas possible de faire des tests post-hoc comme de Tukey et tout ça avec sur des facteurs à mesure répétée, mais quand même, SPSS nous laisse la possibilité d'au moins faire des tests de Bonifferoni, des tests soit avec aucun ajustement sur le taux alpha, ou au moins un ajustement de Bonferroni ou SIDAC. Donc moi, je vous conseillerais toujours d'utiliser Bonferroni. Donc vous avez vu tout à l'heure, j'ai glissé les overall, donc les conditions de ce côté-là pour pouvoir justement faire les tests de Bonferroni sur ces effets-là. Affichage, donc ça va nous dire qu'est-ce qu'on va vouloir dans notre output de notre analyse. Toujours les statistiques descriptives, on s'en sort pas sans ça. Estimation de taille d'effet ou d'effet de taille, c'est une très mauvaise traduction ici. Donc, ça va toujours être à cocher. Puis vous allez voir au cours 4 c'est quoi exactement une taille d'effet et pourquoi c'est très important de toujours rapporter ça. Mais dans le cadre du cours 2 de méthode quantitative 2, vous n'avez pas vraiment à vous en faire avec ça. Test d'homogénéité, c'est si on avait eu un devis d'ANOVA à devis mixte, donc avec un facteur à mesure répétée et un facteur à intersujet, là ça vaudrait la peine de cliquer ici
Mais vu que c'est pas le cas, ça s'arrête. Puissance observée et tout le reste, vous n'avez pas du tout à cliquer ça peut rester vide. Dans la boîte ici, on a notre seuil de signification. Donc, contrairement au test T, c'est pas 1 moins alpha qu'on a ici, mais c'est vraiment alpha, donc 0.05. On peut cliquer sur poursuivre. Et comme d'habitude, quand on a terminé, on va appuyer sur coller. Regarder dans notre fichier de syntaxe, sélectionner les lignes qui nous intéressent, donc ce qu'on vient juste de coller, et peser sur exécuter. Et voilà ce que ça va nous donner. C'est déjà beaucoup plus... on a beaucoup plus de résultats qu'avec un test T ou encore avec une ANOVA à plan simple. Donc on a premièrement... ça nous rappelle à quoi correspondait chaque niveau de notre facteur intrasujet, donc à mesure répétée. Donc condition 1 c'est contrôle, condition 2 c'est alcool, puis condition 3 c'est texto. On lui avait demandé de faire. Et statistiques descriptives, on a contrôle avec une moyenne de 99, alcool de 152 et texto 199. Et encore une fois, il y avait 15. La taille échantillonnale est de 15 dans les trois conditions parce que, en fait, puisque c'est un devis intra-sujet, ben, c'est les 15 mêmes sujets qui sont mesurés 3 fois. Dans le tableau ici, ça, vous allez voir ça si vous allez au doctorat dans le cours d'analyse multivariée. Donc, ce qu'on va vous montrer, c'est que les ANOVA à mesure répétée, on peut voir ça comme étant un test multivarié. Donc, au lieu d'avoir une seule variable dépendante, notre ANOVA à mesure répétée, c'est comme si on avait plusieurs variables dépendantes, dont une pour chaque condition expérimentale. Mais c'est pas du tout ça qu'on va regarder dans le cadre du cours de méthode quantitative 2, mais si vous êtes intéressé durant le cours d'analyse multivariée, vous allez voir ça un peu plus en détail. Donc, quand même très intéressant. Test de sphéricité de mots-clés. Dans le cours 3 de méthode quantitative 2, je vous avais parlé à quel point c'est important la sphéricité de la matrice variance-covariance. Ce qui voulait tout simplement dire, c'est que tous les scores de différence devaient avoir exactement la même variance. Donc, c'est ce test T qui va nous... c'est ce test statistique-là qui va nous indiquer si le postulat de sphéricité tient la route. Donc, comme d'habitude, si notre test est significatif, dans ce cas-là, c'est là qu'on est dans le trouble, qu'il faut apporter une correction. Si c'est pas significatif, donc c'est plus grand que 0.05, et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire de modification. Puis, on voit que dans notre cas, le postulat de sphéricité n'avait pas été violé. Donc, on peut considérer qu'il y a vraiment pas sphéricité. Epsilon, ben, on l'avait regardé dans le cours. Ça correspond à... Ben, en fait, ce qu'on va devoir apporter, notre epsilon, ça va être l'epsilon de Hunefeld qui est ici, de 0.995. Si, encore là une fois, si ça avait été pas significatif ici, mais dans ce cas-là, il aurait fallu rapporter ce résultat-là. Donc voici enfin le résultat de l'ANOVA à mesure répétée. Comme le postulat de sphéricité avait été rencontré, on peut tout simplement utiliser la première ligne, rapporter le résultat dans la première ligne. Okay? Donc on voit que la somme de carrés pour notre intercondition est de 74 000. La somme de carrés erreur est de 2397. Les degrés de liberté sont indiqués ici. On a aussi les carrés moyens. Ça nous donne la statistique F ainsi que la valeur P. Dans la dernière colonne ici, on a une mesure de la taille d'effet. Ça, les tailles d'effet, je vous en parlais au cours 4, mais tout simplement pour dire que ça, ce que ça veut dire, c'est quel est le pourcentage de la variance qui est expliqué par nos différences de groupe. Et ça va de 0, où ce qu'il y a une différence, notre condition explique absolument rien, donc toutes les conditions sont exactement pareilles, jusqu'à 1, où ce qu'il y a vraiment de très grandes différences entre les groupes.
On voit que 0.96 c'est énorme comme état carré partiel. C'est vraiment fort. Et évidemment, le statistique F était aussi énorme. Donc les tests de contraste, comme on n'avait pas fait on voulait pas particulièrement faire de tests a priori, on n'a pas vraiment regardé ça. Ensuite, ça c'est encore moins important puisqu'on n'avait pas. Si on avait à tester des facteurs intersujets, ben c'est ici qu'on les retrouverait. Mais là, c'est constante, là, ça fait rien du tout. Là. Ici, on a la moyenne générale, donc 150.445, et la standard pour toutes les conditions confondues. On a encore une fois nos statistiques descriptives, et on a aussi des comparaisons à parier. Donc, ça serait nos tests a posteriori, selon Bonferroni. Donc, si ça c'est significatif ici, avec la correction qui est appliquée automatiquement, ça veut dire que la différence entre la condition 1 et 2 est significative, entre 1 et 3 est significative, ainsi de suite. Et ça, c'est avec juste les chiffres comme ça, c'est facile de se perdre, donc il faut tout le temps un peu regarder, avoir en tête que 1 c'est contrôle, 2 c'est alcool et 3 c'est texto. Et ça fait le tour. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis toujours bien content de répondre à vos interrogations. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Oups, avant que j'oublie, avant la fin de la vidéo, il faut que je tiens à vous rappeler que si le test de mots-clés avait été significatif, mais dans ce cas-là, ça aurait été les données à cette ligne ici qu'on aurait utilisé pour faire notre test. Donc, la ligne Unfeld ou Greenhouse-Geisler font aussi. Donc, gardez juste ça en tête. Merci, au revoir.